L'eau, élément primordial de la vie, c'est une évidence, mais ça demande de comprendre finalement comment la norme sociale et juridique favorise cet élément primordial de la vie, favorise sa protection et une gestion qui soit aussi efficace que possible. Moi, je pense, peut-être parce que je suis de formation de droit international, qu'il faut comprendre comment est-ce que le droit international de l'eau a émergé. Il a émergé dans un contexte politique de spatialisation des souverainetés. C'est le droit international moderne, c'est la paix de Westphalie. Et finalement, les souverains vont cohabiter les uns avec les autres parce qu'il y a ce fameux principe de l'égalité souveraine. Mais alors je mets l'accent sur la souveraineté puisque de ce fait, les souverains vont considérer que les ressources naturelles sises sur leur territoire relèvent de leur souveraineté, ils vont les utiliser. Et alors on voit cela au XIXe siècle et au début du XXe siècle avec la révolution industrielle, les mutations économiques et sociales, politique aussi avec le Congrès de Vienne. On va se servir des cours d'eau pour circuler, pour transporter des marchandises, des personnes, pour pénétrer des territoires coloniaux. Et dans ce contexte, on voit déjà les premières utilisations. Puis le XXe siècle, c'est l'énergie, c'est la production alimentaire, agricole, c'est l'industrie, c'est la construction des barrages. Et alors, ce que le droit international fait à cette époque, c'est d'additionner les utilisations, de faire en sorte qu'il y ait des bons rapports entre voisins, mais pas beaucoup plus. Parce qu'on est dans une époque où on pense à l'abondance, il n'y a pas de limite à l'utilisation de l'eau. Et puis vient la fin du XXe siècle, et là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qu'il y a une nécessité de justice sociale, et puis aussi qu'il faut protéger l'environnement, parce que l'eau, elle ne se crée pas, elle vient de la nature, donc il faut protéger les écosystèmes. Et ces deux grandes préoccupations, justice sociale et protection de l'environnement, vont marquer de leur empreinte la manière dont on doit protéger l'eau. Alors moi, je considère qu'on a maintenant le langage normatif, on a des instruments de protection de l'environnement. Il y a eu, je crois, on accepte maintenant qu'il y ait un droit de l'homme, un droit de la personne humaine à l'eau, à l'accès à l'eau pour les besoins personnels et pour l'assainissement. Mais la grande question, c'est la mise en œuvre de ce droit et comment mettre en œuvre ces préoccupations. Alors, tout cela, ça montre qu'il y a une mutation du droit international de l'eau. Il se tournait que vers les ressources, les eaux de surface. Et maintenant, il doit prendre en compte le fait qu'il y a d'autres sources d'eau. Et ça, je pense que c'est vraiment la fin du XXe siècle qui nous rappelle qu'il y a des eaux souterraines qui sont pour leur plus grand nombre partagées. Mais on doit aussi prendre en compte l'eau verte, l'évaporation. Et ça, c'est une préoccupation à propos de laquelle le droit international dit très peu, et à mon avis, il va falloir qu'il dise beaucoup plus, et c'est un objet de préoccupation qui m'anime à l'heure actuelle. Je voudrais terminer cela aussi en montrant, c'est une question dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, avec les différents conflits auxquels on fait face partout dans le monde, hein. Mais on voit bien que l'eau, c'est une cible, et c'est aussi utilisé comme une arme, et pourtant, le droit international humanitaire et les droits de l'homme nous disent que les populations civiles doivent être protégées en toutes circonstances et que les droits de l'homme doivent être respectés. Et pour cela, eh bien, il faut absolument que l'on comprenne mieux comment faire en sorte que les droits de l'être humain soient respectés en toutes circonstances et que la nature soit protégée en toutes circonstances.